La deuxième édition de la fête identitaire des fils et filles, c'est en Dodomolo, s'annonce à grands pas. Du 8 au 12 mars 2023, les Sétonou du Bénin et du monde se retrouvent à Wedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, autour d'un programme très riche en couleurs. À cette occasion donc, le tissu de l'unité des Sétonou Dodomolo reste toujours disponible au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout achat, contactez-nous au 97 89 65 47 ou au 62 79 31 12 ou encore au 96 82 78 82. C'est au concours édition 2023 pour la révélation de la culture Séto. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonsoir. Nous sommes vendredi 3 mars 2023 et c'est l'heure de suivre votre émission préférée, les grandes contradictions. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir Shamsdine Badaro. Gaspard Adamossi, bonsoir. Bonsoir Shamsdine Badaro. Achille Wusso, requête sur les indemnités supplémentaires octroyées aux députés de la 8e législature. Louis Vlavonou répond à Basile Arossi. Au niveau de la Sénat, on parle de la caducité de la demande au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale, Monsieur Louis parle de quoi? Il dit plutôt que ce n'est pas l'affaire de Léon Basile Arossi parce qu'il n'avait pas appartenu à la 8e législature, donc que ce n'est pas un dossier qui le concerne. Voilà la nouveauté dans la République. Mais on dira simplement, par rapport, si vous nous donnez l'occasion d'apprécier, on dira simplement que c'est peut-être que dans son contenu, la réponse du président de l'Assemblée nationale à la demande de son collègue et deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, le député Léon Basile Arossi, a peut-être quelque chose de vrai. Ce que tout le monde connaît, c'est que Léon Basile Arossi, effectivement, n'a pas été de la 8e législature. Bon, est-ce que le règlement intérieur lui donne la possibilité de formuler des questions ou des préoccupations liées à une législature à laquelle il n'a pas appartenu? Je ne sais pas trop. Mais à lire le président Louis Vlavonou, c'est à croire que c'est quelque chose comme ça, que le règlement intérieur ne donne pas pouvoir à un député qui n'est pas donc de l'exercice de vouloir savoir comment la législature s'est passée. Mais ce que je reproche à la réponse, c'est un manque d'élégance dans le style. Ça a été trop cru, ça a été trop direct. Il pouvait quand même mettre des gants, il pouvait quand même essayer d'une manière ou d'une autre d'adoucir. La réponse représente l'homme. Il faut savoir que l'homme a toujours, en tout cas, l'habitude est une seconde nature. Non, mais je dis que ce serait, c'est à mon avis, une mauvaise manière de démarrer. Et la gestion donc des affaires parlementaires par rapport à une assemblée nationale dont nous parlons aujourd'hui. Un parlement qui regorge d'une voix dissonante, d'une voix de l'opposition et surtout que la demande a été formulée par un membre de l'opposition parlementaire. Je crois quand même que le président de l'Assemblée nationale devrait être stratégique et se donner plus dans la manière que donc de faire dans le droit. Parce que j'ai comme l'impression que la réponse s'est basée plus qu'on appelle par rapport aux dispositions de la loi que par rapport
qu'on appelle à une certaine stratégie politique qui pouvait être celle d'un dirigeant qui veut avoir tout le monde avec lui, qui veut avoir un parlement, une assemblée nationale qu'on appelle, qui parle, qui discute vraiment, et dont les membres peuvent vraiment s'écouter, s'entendre et aborder les problèmes ensemble. C'est ça que j'ai reproché donc à cette façon de répondre à la demande de l'honorable Léon Basile Arrossi. Gassoua Diamossi, la 8e législature ne concerne pas Basile Arrossi, mais ça nous concerne nous autres. Non, apparemment vous sortez la phrase de son contexte. La 8e législature, ça concerne tous les citoyens béninois, que ce soit Arrossi, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit d'autres personnes. C'est quand même une législature nationale et les députés sont quand même les représentants du peuple. Ils nous représentent, ils agissent en nos noms. Et donc, moi, je pense qu'on peut les interpeller, quel que soit le sujet, quelle que soit la législature. Moi, d'abord, en tant que citoyen, même n'étant pas de cette législature, je crois que sur des questions données, je peux pouvoir interpeller un des élus ou même toute la législature en question. Maintenant, écoutez, nous sommes dans un cadre purement politique. Et moi, je ne vois pas la réponse du président de l'Assemblée nationale, la réponse de l'institution à Basile Arrossi comme étant une réponse basée sur le règlement intérieur. Parce que c'est vrai que je n'ai pas lu la réponse du président de l'Assemblée nationale n'ayant pas eu le courrier en main. C'est vrai que également on a reproché un peu la manière à Basile Arrossi, c'est-à-dire que la lettre se soit retrouvée abondamment sur les réseaux sociaux, tout ça là. Par la même occasion, je crois que la réponse aussi a fait abondamment le chou gras au niveau des réseaux sociaux. Donc moi je ne sais pas. Et je ne sais pas à qui je peux donner raison dans ce débat-là. Et d'ailleurs, le propos n'est pas de donner raison à quelqu'un. Mais qu'on dise qu'un élu n'est pas concerné par une situation, même si c'est antérieur à une législature, moi je pense que cette réponse-là, à mon avis, c'est grave. Non, écoutez, et puis ce n'est un paragraphe dans tout ce qui a été écrit. On ne sait pas ce qui a été écrit dans les autres paragraphes. Moi, je veux pouvoir lire toute la lettre avant de pouvoir apprécier. Mais écoutez, nous sommes comme je l'ai dit tantôt, dans un débat purement politique où certainement les gens craignent ce que le député Basile Arrossi peut faire de ce courrier. Et il faut chercher les voies et moyens pour peut-être l'empêcher de l'obtenir, de faire l'usage dont il veut en faire. Maintenant, est-ce que le dossier, parce que le dossier, il faut le dire, a fait l'objet d'un huis clos à l'Assemblée nationale, je ne sais pas si le huis clos se poursuit par rapport au courrier et autres, je n'en sais rien, nous sommes là juste pour analyser. Et en plus, est-ce que c'est le seul moyen dont dispose le député Arrossi pour avoir ce courrier? Certainement qu'il a aussi voulu faire un peu spectaculaire en prenant à témoin toute l'opinion. Mais moi, je pense objectivement qu'il a peut-être d'autres moyens d'avoir ce document. Peut-être qu'il l'a fait de façon officielle pour montrer à l'opinion que peut-être on est en train de cacher quelque chose. Sinon, moi, j'estime qu'il peut obtenir ce document-là autrement. Autrement comment? Bon, autrement, c'est autrement. Nous sommes dans une administration et je pense que aujourd'hui, Basile Arrossi a une position, quoi qu'on dise. Sa position n'est pas si loin que ça de la position du président Vlavonou. Même si le président de l'Assemblée est une institution à part, il est quand même deuxième vice-président. Et il y a beaucoup d'instances où il siège avec le président, où je pense qu'il peut objectivement poser ce problème-là. Il y a le bureau, il y a la conférence des présidents, il y a un certain nombre de choses. Et puis, je pense... Donc vous condamnez, la méthode? Non, je ne condamne pas la méthode. J'analyse tout simplement et j'estime que peut-être il y a peut-être d'autres moyens d'obtenir un pareil document. Écoutez, nous sommes en politique et j'imagine, vous suivant votre raisonnement, qu'après le courrier là, que le président allait peut-être l'inviter, publiquement lui remettre le courrier. Et là, vous allez trouver qu'il a peut-être bien fait. On est en politique et en politique, on se joue des coups et je crois que ça fait partie des coups. Et heureusement, Arrossi a dit, je ne vais pas m'en arrêter en si bon chemin. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour avoir le document et certainement les autres aussi feront ce qu'ils peuvent pour qu'il n'ait pas le courrier. Nous allons parler à présent du président rwandais, Paul Kagame, Gassoua Diamossi.
Paul Kagame, bientôt en visite officielle au Bénin. C'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, je ne sais pas. Il viendra peut-être conforter ou confirmer son champion. Ah oui. Parce que, écoutez, il vient dans un contexte où il y a une polémique qui est née dans notre pays après la nomination du nouveau DG de l'Agence nationale d'identification des personnes. Mais aujourd'hui, écoutez, ce n'est plus un secret pour personne que notre modèle est pratiquement calqué sur le modèle rwandais. Maintenant, quel est le chemin que prendrait la copie de ce modèle? Moi, je n'en sais rien. Si nous sommes sur le schéma rwandais depuis plusieurs années, je crois que est-ce qu'il n'est jamais venu au Bénin? Je crois qu'il était déjà venu. Boni Yahi. Donc, c'est sa première visite sous le président Patrice Talon. Mais je crois que le président Patrice Talon était chez lui, était plutôt au Rwanda et a magnifié, n'est-ce pas, le modèle rwandais. Bon, moi je pense que c'est quand même deux modèles de chefs d'État qui essaient de trancher un peu avec le passé que nous avons vécu. C'est de fortes personnalités qui ne cherchent pas à se laisser dominer, notamment par ce que nous appelons l'Occident ou les colons. Et je pense que ça va dans l'ordre normal des choses. Enfin, le président Talon n'est pas quelqu'un qui est coutumier des foires continentales où il faut aller s'asseoir et parler. Il n'est pas quelqu'un qui est dans la logique de ce que nous appelons les syndicats des chefs d'État. Je crois que c'est un peu sur le modèle rwandais. Peut-être qu'ils veulent renforcer leurs liens notamment sur cet aspect-là. Évidemment, il y a certainement d'autres aspects politiques et autres que le Bénin. Mais ce n'est pas que le Bénin ce n'est pas que le Rwanda qui peut être le modèle du Bénin. Il y a aussi peut-être beaucoup de choses, de bonnes choses ici que le Rwanda aussi peut chercher à copier. Pourquoi pas? Merci Gaspard Diamos. Achille Roussou. Oui, bon, c'est vrai que sur le premier sujet, j'avais encore quelque chose à dire, mais vous avez tout fait donc de le survoler. Ce n'est pas grave, on va y revenir très prochainement. D'accord. On parle à présent de Paul Kagame. Oui, mais dites à Gaspard que l'expression syndicat des chefs d'État, il y a quelqu'un dans la République qui peut lui dire ce que ça coûte. Hein. Ça coûte. Vous voulez parler de Takou? Je n'ai pas encore nommé. Il faut avoir le courage de l'aider. Moi, je n'ai pas parlé des mal élus. Oui, il n'a pas parlé des mal élus, mais vous venez de l'aider justement. Oui, pas en les désignant comme ça. Pas en les désignant comme tel. Takou avait parlé des chefs d'État, du Conseil de l'Entente, je crois, à l'époque. Bon, on ferme cette parole. Vraiment. Oui. Alors, Paul Kagame au Bénin, c'est une bonne nouvelle pour les Béninois d'entendre qu'un président d'un pays voisin comme le Rwanda qui aujourd'hui... Voisin, c'est bien loin là. Hein. Non, mais je parle de pays africain. Voilà. C'est ce que oui. Je ne dis pas voisin en tant que pays proche. Non, c'est pas non. Un pays africain comme le Rwanda, et donc, qui constitue aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, un modèle que beaucoup cherchent à copier, et que le président d'un tel pays se déplace en personne, surtout que nous savons qu'il n'a pas aussi l'habitude des voyages comme ça, et qu'il se déplace pour venir visiter le Bénin. Je crois que, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose diplomatiquement à apprécier. Et donc, je crois que on va saluer la diplomatie béninoise pour cet exploit. Mais l'autre chose, c'est que le président Paul Kagame arrive au Bénin dans un contexte où ça fait un peu de bruit autour donc de la nomination d'un ancien collaborateur à lui, l'ancien maire de la ville de Kigali, je crois, si mes informations sont bonnes. Et donc, est-ce que c'est cette polémique qui est à l'arrière-base de ce déplacement, on ne saurait le dire, mais ce que nous savons de façon officielle, c'est que les deux chefs d'État parleront des coopérations bilatérales et vont certainement discuter aussi des questions militaires. Et je crois aussi que cela est d'une importance parce que, rappelez-vous, en 2019, pendant
les élections législatives, on aurait appris que bon, des soldats rwandais seraient au Bénin, et il aurait eu un problème diplomatique entre les deux pays parce que, bon, en tout cas, beaucoup de choses, des choses qui ne sont pas, qu'on ne peut pas, puisque ne sont pas aussi positives pour que nous les relayions sur le plateau. Mais je crois quand même que ce déplacement vient d'une manière ou d'une autre montrer que les relations entre les deux pays sont encore au beau fixe et que l'un dans l'autre, le Bénin peut encore profiter peut-être donc de la vision de développement d'un président comme Paul Kagame ou vice-versa, que Paul Kagame aussi peut profiter aussi du Bénin. Mais je crois quand même que sur le plan économique, il y a un sujet très important dont les deux présidents devraient parler depuis. Et donc, je crois que le Bénin serait en train donc de se réserver par rapport à ça. Il y a une zone économique qui a été créée et dont le Rwanda est le porte-flambeau. Et donc, je crois que le Bénin hésitait à aller donc dans cet accord économique. Peut-être que c'est l'occasion pour les deux pays de s'entendre. Vraiment. J'ai oublié comment aérienne. Ah oui, il y a aussi cette question donc de la création d'une compagnie aérienne. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc, que Dieu nous garde et on verra. Gaspard Diamossi. C'est en avril. En avril, le mois prochain. Gaspard Diamossi, on va parler de vos amis à présent. Le sommeil, la police républicaine trouve le sommeil donc à vos amis et la traque s'intensifie donc contre les cybercriminels. Mieux que nos amis, ce sont nos frères et nos sœurs, parce que j'ai appris... Ils ont une patronne. Ah oui, j'ai appris. Le potentiel a titré aujourd'hui que ils ont jeté la patronne en prison. J'avoue que j'ai été sidéré quand j'ai appris qu'ils avaient une patronne. Ça, je croyais que c'était les hommes qui étaient le plus réputés en ce domaine-là et qu'ils se faisaient juste aider de quelques jeunes filles. Mais quand j'apprends, j'avais frissonné et quand j'ai appris qu'il y avait une patronne réputée en plus. Mais heureusement pour elle, elle a été mise au frais déjà. Et je pense qu'il faut continuer de mettre davantage au frais ces jeunes hommes paresseux qui sont appâtés par le gain facile, qui ne veulent rien faire et qui préfèrent rester derrière un écran pour arnaquer. Je crois que c'est un phénomène, c'est dangereux. D'autant plus que quand vous les voyez, c'est à peine des gens sortis de l'adolescence qui ne sont pas souvent des gens âgés, vous les voyez autour de 17 ans, 18 ans, qui ne veulent rien faire, qui se pavanent, qui font étalage d'un, je dirais même d'un luxe, parfois insolent, où vous vous demandez, mais où est-ce qu'ils peuvent trouver autant de moyens pour faire ce qu'ils font? Et je crois que c'est à décourager, parce que ce n'est pas de modèle à suivre par ceux qui sont encore à la maison auprès des parents et qui voient, vous savez, tout le monde veut du bien, tout le monde veut. Et quand nos enfants, nos jeunes frères, quand ils voient de leurs amis qui font étalage de ces genres de biens mal acquis, je crois qu'ils sont tentés, n'est-ce pas, pourquoi pas, de les copier. Ça trouble. Et ça trouble. Et je crois que moi, je pense qu'il faut... On a fait quoi à notre Dieu? Voilà, pour mériter. Heureusement qu'on n'a rien fait à notre Dieu pour mériter d'aller en prison, parce que ils y vont allègrement. Et je pense que ceux qui les défendent ont intérêt à aller chercher autre chose à dire, parce qu'ils ne sont pas défendables. Regardez l'artiste Vano Bibo, par exemple, qui adresse un message au chef de l'État pour apporter son soutien à ceux-là. Peut-être qu'il est aussi... Ils sont des collègues, c'est ça? Bon, peut-être, moi je n'en sais rien, parce que quelqu'un ne peut pas être gêné par une pareille situation. La gêne que vous allez éprouver, c'est peut-être de dire il faut tenter de réinsérer ces jeunes, il faut tenter de renforcer l'éducation, la sensibilisation des jeunes, mais vous ne pouvez pas dire que ceux-là, c'est des gens qui nourrissent leur famille, c'est des gens qui ont une importance pour leur famille et que par conséquent, il faut les laisser dans la nature pour qu'ils fassent de ces genres de situations. Vous savez, notre pays est réputé en griffe par rapport à la cybercriminalité. Et je crois que dans un passé récent, les États-Unis ont mis le Bénin dans une zone dangereuse par rapport zone rouge par rapport à la cybercriminalité. Je crois que la lutte qui se mène, c'est une lutte qui permet de donner la bonne foi de nos dirigeants pour dire que le Bénin ne tolère pas ces gens de délinquants et que le Bénin les traque. Et je pense qu'il faut les traquer davantage. Il faut les traquer davantage. Achille Ossou, ce sont ces jeunes-là qui ne font rien. C'est eux qui...
En tout cas, ils ont pratiquement beaucoup de biens. Ils sont même source d'insécurité pour beaucoup de Voilà, personnes. pour beaucoup de personnes. Quand je dis insécurité, c'est que votre copine peut femmes, plus être oui, votre c'est ça, copine. c'est ça, je voulais dire justement. Ils sont des arracheurs. Quand ils tombent sur votre copine, c'est fini. Oui, mais en fait, moi, je voudrais poser autrement le problème. Pour moi, c'est un problème d'éducation civique qui se pose de façon globale par rapport à notre pays. Parce que je me demande d'abord, lorsque de petits enfants de 17 ans, de 18 ans arrivent à la maison avec un certain nombre de biens, avec de l'argent, quelle est la réaction? Oui, un véhicule moto neuve, alors qu'ils sont encore peut-être à l'école ou ils sont encore en apprentissage. Et vous, c'est vous-même parents qui les avez inscrits à l'école ou en apprentissage, mais quelles questions les parents se posent, quelles responsabilités ils se donnent face donc à ce comportement-là de ces jeunes. C'est pourquoi je dis, oui, quelque part, il faut les accuser, mais si on peut élargir la responsabilité à leurs parents. Parfois, il y a d'autres qui sont issus de la famille de Gaïman. Je ne voudrais pas. Surtout quand on prend notre zone de Porto Novo un peu partout, il faut oser le dire. Hein. Oui, les gens en parlent. Et l'autre chose... Son papa était un Gaïman, donc... en biologie, on parle de... Comment on appelle Oui, mais non, l'enfant apprend même pas imitation. Voilà. Parce que ce que le parent fait, c'est ça que l'enfant fait d'abord. Si vous êtes un parent, vous saluez les gens dans le quartier, vos enfants aussi vont saluer systématiquement les gens dans le quartier. Si c'est l'autre, vous prenez. Bon, écoutez, on ne prend pas l'autre devant. Ces parents ont déjà démissionné. Il ne faut même pas chercher. Les parents démissionnent. Parce que si ton enfant qui va à l'école, il ramène un bic bleu qui n'est pas le sien, si tu ne l'interroges pas, si tu n'as pas la possibilité de l'interroger, et puis une voiture prochainement, et ainsi de suite. Non, mais je crois que l'État doit tout faire pour redonner de la valeur ou du sens à l'éducation civique. Vraiment. Il faut que nous en arrivions là. Et ce n'est pas seulement l'école. Il faut élargir le champ donc, de l'éducation civique pour changer un peu les mentalités. L'autre chose, ce sont ces frères du Nigeria. Ils sont nos frères. On les tolère. On les tolère s'ils sont venus au Bénin pour travailler. On les voit, on voit quelques-uns dans le commerce. Et bon, ça ne gêne personne. Mais ceux-là qui viennent louer chez nous, et c'est là le mal. C'est encore le mal, c'est ça le mal du capitalisme. Les gens veulent se faire de l'argent à tout prix. Ils viennent pour louer, on les accepte sans même chercher à savoir ce qu'ils font. Malheureusement, ils sont dans nos maisons à longueur de journée sans sortir. Ils ne sortent jamais le jour. Ils s'enferment le jour et c'est la nuit que il faut comprendre. Le travail commence. Les partenaires sont en éveil dans la journée de l'autre côté. Ah bon, c'est ça. Oui. Donc malheureusement, il y a aussi cet aspect-là. Et je voudrais finir par nous indexer nous-mêmes. Parce que ceux dont nous parlons là, ils sont aussi dans nos quartiers. Ils sont dans nos maisons. Nous avons loué avec eux. Nous les voyons aussi. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous prenons aussi la peine de dénoncer ces comportements-là ou ces jeunes-là, de mettre, en fait, de donner l'information à la police pour tout au moins amener la police quand même à se mettre sur les pistes pour aller chercher à savoir si les sources donc, de leurs revenus sont crédibles. Merci. Donc ça veut dire que le problème est à plusieurs niveaux. Merci beaucoup. Mais c'est déjà bon qu'en réponse à Vano, Baby, dont vous avez parlé tout à l'heure, qu'un certain Tobé a donné aussi de la voix, donné de la voix pour dire que le soutien cette politique du gouvernement qui consiste donc à vouloir mettre fin coûte que coûte à la cybercriminalité. On va inviter la rédaction de Guéri TV Monde à taper fort, pourquoi pas, sur l'attitude de ce tatiste qu'on aime beaucoup, mais que à travers cette sortie, une sortie ratée d'ailleurs. C'est vrai. Voilà. On va parler à présent de notre nouveau sélectionneur pour les Guépards du Bénin. Moi, j'ai souvent un problème avec la prononciation des noms. On l'appelle comme... c'est pas son nom. C'est Gernot Rohr, c'est un Allemand. Gernot Rohr, c'est un Allemand.
Un franco, Gernot Rohr. Ah, okay. Bon, on prononce ça. Gernot Rohr. D'accord. C'est un franco-allemand. C'est quoi, vous avez fait l'allemand? Non. Parce que vous j'apprends à prononcer. Il est arrivé et en même temps les Guépards U20 sont donc éliminés en quart de finale. Il n'est pas encore arrivé à Cotonou. il a signé tout. Moi, il a déjà signé. Le moins qu'on puisse dire, c'est que son arrivée n'a pas porté chance aux U20 qui sont éliminés de la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie avec 2 petits matchs nuls et 2 défaites, je crois. Bon, vous savez, il y a eu beaucoup de coïncidences, le changement de nom et puis le nouveau sélectionneur. On espère juste que c'est des péripéties et que ça va changer. Mais écoutez, il a dit, d'entrée, je crois qu'il s'est prononcé sur ses ambitions et il a tenté de dire que sa mission n'est pas la qualification du Bénin pour la prochaine CAN et que c'est plutôt la reconstruction de l'équipe. Mais il faut qu'on lui réponde pour dire que la reconstruction de l'équipe passe justement par cette qualification à la prochaine CAN. Parce que nous sommes dans un groupe qui n'est pas si difficile que ça. Et je crois que si on l'a pris, c'est parce que Moussa ne faisait pas davantage mieux. Et je crois qu'il a l'obligation, n'est-ce pas, de commencer par qualifier le Bénin et de poursuivre sur cette lancée-là. Merci beaucoup, Gaspard. Et Achille Osso, oui. On parle de Gernot Rohr, c'est bien ça, hein? Oui, mais nous avions pensé que notre frère Moussa allait durer à la tête de l'équipe nationale. Vous êtes comique. Non, mais non. C'était vraiment beaucoup défendu. Il ne nous a pas aidé à traverser. Il ne nous a pas aidé à le défendre. On n'a plus le choix. Donc, bon, il sera remplacé. Je crois qu'il sera toujours utile ailleurs. C'est vrai que nous avons besoin d'une qualification, mais il faut dire que nous avons déjà enchaîné trop de défaites. Moi, j'ai aimé que le nouveau sélectionneur soit direct donc, dans ses premiers propos, à dire que même si le Bénin, il n'arrivait pas à faire qualifier le Bénin pour la prochaine CAN, qu'il travaillera à reconstruire une équipe pour nous. Parce que moi, je ne sais pas si c'est encore possible que nous arrivions à enchaîner des victoires de façon à nous qualifier. Si l'équipe, la poule, comme l'a dit Gaspard tout à l'heure, n'est pas difficile, mais il faut dire qu'on a été déjà battu par 2 ou 3 de ces équipes. Non, perdre contre le Sénégal, ce n'est pas un problème. Le drame, c'est qu'on a perdu chez nous face aux Rwandais, qu'on peut aller battre chez eux. Justement, on parlait de Kagame et de Taro. On ne devrait même pas perdre à domicile. Malheureusement, nous avons perdu à domicile et c'est ça ce qui pose problème, ce qui inquiète davantage. Bon, maintenant, j'ai vu quand même que de plus en plus, nous travaillons à avoir une équipe et je crois que avec son arrivée, avec tout ce qu'on a reproché à ses prédécesseurs, il mettra tout ça là ensemble pour nous permettre donc d'avoir une équipe. Le Bénin commet une grosse erreur. Hein. Je ne sais pas pourquoi les gens comme nous sommes toujours à la touche. Heureusement. La prochaine émission, mettez vos rapports et on verra. Non, heureusement que c'est à l'arrivée du nouveau sélectionneur que vous annoncez. Il va dans ses recrutements. Il veut nous montrer qu'il est guépard. C'est très bien. Il faut corriger cet état de choses. Hein. Ou bien Gaspard Diamansi. Notre rôle, c'est derrière ça qu'on joue, c'est derrière les caméras. Ne nous projetez pas sur le terrain. Voilà, la coordinatrice générale me fait déjà signe depuis. C'est définitivement terminé pour ce numéro de votre émission, Les Grandes Contradictions. Gaspard Diamansi, en 2 secondes, votre conclusion. Non, ma conclusion, c'est de saluer ceux qui nous suivent et toute l'équipe technique et de la rédaction qui nous accompagne. Achille Osso. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Vous fêtez votre anniversaire ce mois-ci, c'est bien ça? Non, je suis encore très loin de ma date d'anniversaire. De toutes les façons, on va prier. Mais il y a de la sauce graine pour que ça change l'année prochaine, parce que le mois de février n'a rien donné à vérité du monde. Non, laissez les gars, laissez-moi dire aux téléspectateurs qu'il y a de la sauce graine pour voir la maison.
Ah, waouh, c'est... Ah, ok. Mais on va pas le dire comme ça. Bon, on va profiter de ce numéro pour souhaiter un joyeux anniversaire à Fawzia Sefou, à Isabelle Awanser, sans oublier qui est encore là. Ah oui, le rédacteur en chef maison, Charles Albandaoui. Vous avez un triplé? Oui, le mois de février-mai. C'est passé comme ça. On arrive. À l'année prochaine. Que Dieu nous donne longue vie quand même. Voilà, Gaspard Diamansi, c'est fini. C'est fini. On descend. On peut démarrer notre week-end dans 5 à 10 minutes. Si vous souvenez, bien sûr. Comme d'habitude. Voilà. Ah oui? Merci à toute l'équipe de réalisation, de préparation, de tout. Voilà. Et voilà, c'est fini. Latifat, comme nous, elle n'est pas du tout d'accord. C'est fini. Avant de prochain. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de la... Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamansi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.